Si vous écoutez ce podcast, c'est que vous avez envie de dire ciao Paris, mais que peut-être vous ne savez pas encore où poser vos cartons. Alors, si vous cherchez une ville qui est à taille humaine tout en étant dynamique, culturellement et socialement, que vous rêvez d'être plus proche de la nature sans trop vous éloigner de Paris, je vous invite à un événement pour découvrir un territoire chaleureux, à taille humaine et à seulement 2h10 en train de la capitale. Ce territoire, je vous en ai déjà parlé, vous savez que je l'aime beaucoup, c'est la Haute-Marne. L'agence d'attractivité de la Haute-Marne et moi-même, on vous donne rendez-vous à Paris le 22 novembre à 19h au cinéma Le 7 Batignolles dans le 17e arrondissement. Au programme des réjouissances, il y aura des bulles, des bons produits locaux et un documentaire signé par le très cool duo de réalisateurs Les Coflocs. Ils ont sillonné la Haute-Marne à la rencontre de celles et ceux qui y vivent et vous pourrez même y retrouver Isabelle, vous savez, la généreuse maman de l'épisode 54. Et pour répondre à toutes vos questions sur votre future installation, les équipes de la conciergerie de territoire seront présentes aussi. Cet événement est gratuit et surtout c'est le programme parfait pour découvrir la Haute-Marne d'un coup de métro. Alors on se voit le 22 novembre au 7 Batignolles ? Les places sont limitées donc n'oubliez pas de réserver, je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Allez, c'est parti pour l'histoire du jour. Donc il y a cette question de timing, de à la fois prendre son temps et de ne pas non plus hésiter trop longtemps si on est sûr de soi, parce que nous ça s'est fait au bon moment et on n'aurait pas pu faire ce qu'on a fait, même aujourd'hui. Je pense pas. Je pense qu'on n'aurait pas pu vendre. C'est plus du tout le marché immobilier a changé. Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Ciao Paris Mode d'emploi, la rubrique dans laquelle les invités du podcast donnent des conseils concrets basés sur leur expérience pour un départ réussi. Aujourd'hui, c'est la journaliste et autrice Géraldine Dormoy qui, après nous avoir raconté son Ciao Paris pour Montélimar dans l'épisode 45, que vous pouvez réécouter, bien entendu, pour se connecter à ses envies profondes et passer à l'action. Bonne écoute! Si tu avais 3 conseils à donner à des Parisiens qui veulent quitter la capitale, qu'est-ce que ce serait ? Alors, il y a une question de timing, et je pense qu'il faut à la fois prendre son temps, et quand il faut y aller, il faut y aller. Donc, ça veut dire être sacrément connecté à ses envies profondes, en fait. Parce que nous, on a vraiment pris le temps de faire les choses comme on en avait envie. Et on a cherché la maison plusieurs mois et on s'est dit que elle était quelque part. Et puis, il y a un moment, t'en as ras-le-bol de visiter des maisons et puis de tout trouver moche. Et toi, t'avais fait un truc génial. Oui, l'histoire des lettres. J'avais mis des petits mots dans les quartiers qu'on aimait bien. J'avais écrit des mots à la main pour dire qu'on aimait bien leur maison et si jamais ils avaient envie de la vendre un jour, qu'on était là. Et c'est pas comme ça qu'on a trouvé notre maison. On l'a trouvée de manière tout à fait classique par un agent immobilier, mais ça m'a quand même servi. Déjà, ça me permettait de sortir de l'attente passive, ce qui est vraiment très pénible. Et en plus, ça avait déclenché pas mal de discussions intéressantes parce que les gens me rappelaient. Ils n'avaient pas de maison à vendre, mais ils avaient du temps parce qu'il y avait quand même pas mal de retraités. Et puis ils avaient envie de parler. Et donc, j'avais un peu plus découvert les quartiers comme ça. Surtout pour savoir, à Montélimar, il y a une question de zone inondable. Donc, 90% est en zone inondable, donc ça réduit d'autant, si tu ne veux pas être en zone inondable, ce qui était notre cas, tes recherches. Et là, c'est le cas aujourd'hui, vous n'êtes pas en zone inondable. On n'est pas en zone inondable. C'était inimaginable. Donc il y a cette question de timing, de à la fois prendre son temps et de ne pas non plus hésiter trop longtemps si on est sûr de soi, parce que nous, ça s'est fait au bon moment. Et on n'aurait pas pu faire ce qu'on a fait, même aujourd'hui. Je pense pas. Je pense qu'on n'aurait pas pu vendre. C'est plus du tout. Le marché immobilier a changé. C'était quoi ton marqueur qui te fait dire « Ok, là, c'est le moment » Parce que, en fait, on était en début de Covid, quand on s'est décidé.
le contexte général allait encore évoluer et que en fait on avait eu il y avait eu plusieurs ventes d'appart dans notre immeuble et ça s'était super bien vendu et on s'était dit mais c'est un truc de fou quand même à quel point ça avait pris de la valeur. Et que ça, on savait pas combien de temps ça allait rester comme ça, en fait. Et il se trouve que je suis restée en contact avec notre agente immobilière de Clichy et qui m'a dit « des apparts comme le vôtre, aujourd'hui j'en ai 13 à la douzaine et donc ils partent beaucoup moins vite ». Je me suis dit « mais c'est dingue, on a vraiment eu du bol quand même ». Parfait timing. Toi, c'était un indicateur de contexte aussi, immobilier notamment. Oui. Si tu avais un deuxième conseil... Ce qui a fait que ça s'est bien passé, c'est qu'on a choisi d'aller vivre dans un endroit où on avait déjà des attaches familiales et qu'en fait, on n'aurait pas déménagé si ça n'avait pas été le cas. On n'avait pas envie de partir, nous, au départ. C'était vraiment, on partait parce qu'on allait rejoindre ma famille. Et il se trouve que pour chercher la maison, on s'est vraiment énormément reposé sur ma sœur qui quadrillait le marché, qui passait tous les appels, qui allait repérer les maisons, parce que de toute façon, elle avait l'œil sur Google Maps en permanence et qu'elle savait repérer une maison juste à la lecture de l'annonce. Ah non, mais c'est du délire, hein. Notre maison, elle l'avait trouvée simplement par déduction, avec les photos, avec la forme du toit. Ah oui. Donc on s'est beaucoup reposé sur ma sœur. Donc ce que tu conseilles, c'est d'avoir ta sœur toujours avoir ma sœur avec vous. Mais en tout cas d'avoir déjà des attaches qui font que tu ne débarques pas dans une ville où tu ne peux te reposer sur personne. Ça, c'est sûr que ça fait une énorme différence, mais c'est pas un conseil parce que souvent les gens ils partent. Ils choisissent la ville. D'abord, ils choisissent pas toujours, et puis quand ils choisissent, parfois ils débarquent juste avec. Non, mais le conseil, ça pourrait être de sonder si on se sent de débarquer quelque part où on ne connaît personne, ou si au contraire, on a besoin d'aller dans un endroit où on a déjà des attaches et des relais. Donc voilà, il y a. Mais c'est vrai que se poser la question, ça peut être intéressant. Et après, le troisième point qui a marché pour nous, mais là encore, c'est vraiment pas du tout du conseil, parce que chacun fait bien comme il veut, c'est que nous, on était tous les trois d'accord. C'est que c'était une décision familiale à tous les niveaux, et que on s'est entraînés tous les trois mutuellement, parce qu'on avait envie de bouger pour des raisons différentes, mais... mon fils était aussi moteur que Marc, et moi quand j'ai pris ma décision, je me laissais pas non plus entraîner, je me suis laissée entraîner jusqu'à ce que je décide, et puis après j'étais aussi partie prenante, donc il n'y avait pas d'énergie requise pour entraîner la cellule familiale. C'était une aventure collective. Et on l'a vécu comme ça, et on continue de se dire tous les jours qu'on est super content d'être là, qu'on a bien de la chance. Dans ce que j'entends, si j'ai bien compris, c'est que en fait, au départ, c'est les garçons qui étaient moteurs, oui. Et toi, il a fallu que tu fasses le point et que tu trouves aussi tes raisons, tes motivations, et ce qui allait te porter aussi dans ce projet, dans cet ailleurs. Oui, j'aurais pas pu et ça, juste les suivre. Ça peut être un très bon conseil, c'est de le faire, de trouver les raisons qui font que toi, tu as envie d'aller dans ce projet, parce que c'est un tel changement, c'est un tel bouleversement. Il y a tellement de conséquences aussi à ce changement que quand on le fait pour soi et qu'on sait pourquoi, c'est beaucoup plus fluide.
Et alors, si on passe aux écueils, s'il y avait 3 écueils à éviter. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à t'en trouver 3, mais il y en a un qui me vient à l'esprit, c'est que rétrospectivement, on se dit qu'on était bien cons, mais sur le moment, tu ne penses pas à tout, parce qu'en fait, il faut penser à tellement de choses. Et nous, comme au départ, on ne pensait pas prendre d'emprunt, parce qu'on pensait trouver une maison avec un prix suffisamment réduit pour ne pas avoir à reprendre un emprunt. Quand il a fallu prendre un emprunt, on n'a pas tout de suite enclenché le timer pour se dire « Attention, tu vends en juillet, il te faut ton prêt bien avant. » Et quand on s'est rendu compte qu'on allait... peut-être qu'on n'allait pas pouvoir acheter la maison parce qu'on n'aurait pas les sous. Parce qu'en fait, c'était en plein Covid. Et en fait, parce qu'on n'a pas l'habitude de faire des emprunts, surtout immobilier, on n'avait pas en tête les délais. Et quand moi j'ai appelé pour me renseigner la bouche en cœur pour faire un emprunt, la première chose on m'a dit, que le courtier m'a dite, c'est il y a des délais à cause du Covid, donc de toute façon il y en aura pour, je sais pas, je dis n'importe quoi, il y en aura pour 1 mois et demi au lieu d'1 mois. Et là, on a fait le rétro-planning et on s'est rendu compte que ça collait pas, on n'y arrivait pas. Et alors là, tu te prends un stress, mais où en plus tu t'en veux. Tu te dis, mais avec tout ce qu'on doit prévoir, qu'est-ce que je suis en train de me foutre dans la merde alors que j'aurais pu m'y prendre 15 jours avant. Vraiment, qu'est-ce qu'on est con. Et en fait, ce qui nous a sauvés, c'est que, grâce à ma sœur encore, on était en contact avec... on avait trouvé un notaire pour acheter la maison. Et le notaire nous a dit, mais il n'y a pas de problème pour que vous fassiez votre emprunt dans la ville où vous allez et pas à Paris. Et en fait, on n'avait pas compris que c'était engorgé à Paris et pas en province. Que dans la Drôme, tu avais des délais qui étaient bien moindres. Je ne sais plus, ça devait être 3 semaines. Et là, ça collait. Donc, on s'est décidé très vite. En plus, il y avait des histoires. C'était Marc qui devait faire l'emprunt. Moi, comme j'avais eu un cancer... je pouvais pas emprunter, ce qui est encore toute une autre histoire. Mais c'est vraiment dégueulasse. En fait, moi, je suis toujours pas assurée. Ça veut dire que là, Marc, il a pris l'emprunt et en fait, il pouvait, c'est quand même pas un énorme, c'est un gros emprunt, mais il pouvait le prendre seul. Alors que évidemment, j'en paye la moitié. Et donc, si moi je pouvais pas payer, Marc, il serait vraiment gêné. Et donc, lui, il a son assurance. Mais moi, si je me retrouve immobilisée ou si je peux plus travailler, là, pour l'instant, on n'a pas de... donc, si je meurs, il n'y a pas de problème, parce que j'ai déjà une assurance, je sais pas quoi. Mais si je me retrouve remalade et que je peux pas bosser, j'ai pas d'assurance. Donc, et c'est vraiment le truc qui traîne dans l'ancrage, tu vois. Ça, c'est un point où t'as une espèce de warning qui fait... Ting, ting, ting. Mais ça va. Enfin, c'est quand même... je vais payer une assurance qui va pas me coûter les yeux de la tête. Et c'est quand même... Je veux quand même aussi être rassurante parce que c'est des trucs qui peuvent faire peur au point de se dire je peux pas emprunter. Oui. Mais en fait, si on est à deux, il y a quand même... et puis les choses vont dans un sens de mieux en mieux puisqu'il y a cette loi qui a été votée pour le droit à l'oubli au bout de 5 ans. Donc, il n'empêche que à partir du moment où on sait qu'on va emprunter, on fait les démarches le plus vite possible, tout de suite, parce qu'il y a toujours des emmerdes. Et s'il y avait un deuxième écueil, alors ? Et après, on a eu, tu vois, dans la question du timing, on a aussi eu du pot sur l'achat de la voiture. Ouais. Parce que on s'est... donc moi, on n'avait pas de voiture, j'étais pas conductrice avant, j'avais mon permis, mais j'avais jamais eu de voiture. Et donc, on n'était pas à l'aise avec Marc qui n'avait jamais conduit en France, qui stressait. Donc, de toute façon, je savais que la voiture, c'était mon domaine, c'était moi qui allais être leader. Oui, parce que Marc, il est anglais, donc non seulement il n'avait pas conduit depuis 30 ans,
Mais en plus, il conduit à gauche. Voilà, et puis en plus, il disait « Oh non, mais moi, je vais tout faire à pied ». Alors, il faisait tout à pied, mais enfin, c'était moi qui faisais les courses. Alors, forcément, c'était plus facile, tu vois. Donc, moi, je voyais bien que... puis, on avait notre fils qui allait devoir aller à l'école et on savait pas encore à quel point il allait s'éclater en bus tout seul. Il était quand même petit. Je me disais, il va falloir que je l'emmène, que je le ramène. Sans voiture, comment on va faire ? Et en même temps, je ne conduisais plus non plus, donc il a fallu que je prenne des leçons. Et c'était un peu le stress parce que il y avait la rentrée de septembre qui arrivait et je me disais mais il faut qu'on ait une voiture. Et même chose que pour la maison, nous on voulait une voiture à 5000 balles, le truc le plus basique qui était, je me disais déjà 5000 € quoi, c'est déjà... Et puis quand on voyait les voitures à 5000 €, eh ben on se disait bon, est-ce que j'ai envie de me sentir en sécurité aussi dans ma voiture. Ces 5000 €, on va pas vite regretter parce que en fait la voiture va se retrouver en rade au bout de 15 jours. Et donc là encore, on a dû, comme pour la maison, on s'est dit bon en fait on va devoir augmenter le budget et donc on a pris une voiture plus chère. Alors peut-être l'écueil, ça serait de pas anticiper si on conduit pas ce besoin de voiture et le fait d'avoir besoin de prendre des leçons, de demander aussi des conseils. La voiture est un vrai sujet. De trouver une personne ressource, on va dire, qui peut t'aider à un mécano éclairé, tu vois, qui va pouvoir aussi te donner des conseils, t'aider à faire ton choix et tout ça, quoi. Même pas forcément jusqu'au mécano éclairé, mais en tout cas quelqu'un qui va avoir suffisamment l'habitude de la conduite pour pouvoir t'aider à évaluer si c'est une bonne voiture ou pas. Parce qu'il y a beaucoup d'arnaques. Je sais pas combien est-ce qu'on est allé en voir, mais il y avait plusieurs voitures. C'était clair que les papiers avaient été falsifiés. Après, on m'a dit à quel point c'est vraiment très courant. Donc, si t'arrives la gueule enfarinée et que tu connais rien aux bagnoles... Ah oui, tu peux vite te faire arnaquer. Bon, le mécano éclairé, quand même, vu ce que tu me dis, c'est pas mal, quand même. Hein. Je dis ça parce que mon père est pas mécano, mais il s'y connaissait quand même suffisamment en voiture pour nous alerter. Et puis après, il faut aussi prévoir que ça va prendre un certain temps parce que nous, on a eu de la chance, mais on a acheté la voiture avant la flambée du marché, en fait. Nous, on voulait une voiture automatique, autant dire que on a bien, déjà en termes de prix, ça coinçait, mais en plus, il y en avait pas. Parce que le marché était en train de se tendre, et donc on était bien contents de trouver une voiture tout court. Et le troisième écueil, alors ? Oui, ça fait 2, là. Non, mais il y en a un que j'ai entendu un petit peu, c'est que tu disais qu'au départ, tu avais prévu un budget de 5000 € et qu'au final, tu t'es retrouvé à devoir payer plus cher. Donc peut-être que l'écueil, ça serait de ne pas prévoir ces petits... je sais pas, à 10%, 20%, je sais pas ce que ça peut représenter. Mais en tout cas, un petit pourcentage du budget que tu t'es alloué pour ce déménagement et ce changement de ville et tout, peut-être de l'augmenter de 10 ou 20% pour avoir une petite marge et être un peu... faire face à l'imprévu, quoi. Oui, c'est sûr qu'il y a des imprévus et que on a quand même dépensé plus que ce qu'on avait prévu au départ. Donc c'est obligé. Je sais pas comment font les autres, mais nous, c'était pas... ça s'est fait comme ça. Donc, vaut mieux être un peu prévoyant. Bon, et ben sur cette parenthèse financière... Ouais, j'ai l'impression de parler que d'argent, mais c'est vrai que c'est quand même... On sait que c'est le nerf de la guerre, mais alors là, dans un projet comme ça, moi, ça a été un très gros stress, l'argent au début... Enfin, jusqu'à presque la fin, en fait, parce qu'on avait l'argent qu'on avait prévu, donc en soi, c'était pas un stress, on n'a pas fait un déménagement avec le couteau sous la gorge, mais même comme ça, même dans des très bonnes conditions, mais on dépense un fric, mais comme jamais dans notre vie, en fait. Et moi, avec toutes mes... Rien que d'y penser, j'ai mal au dos. Avec le rapport à l'argent qui est plus ou moins difficile, et qui coince plus ou moins, moi, En plus, ça s'était combiné avec le fait que j'étais devenue freelance. Quand je faisais les chèques aux artisans et acheter la voiture et... dépenser autant des milliers d'euros comme ça, je me disais, mais
oh, on va se retrouver sur la paille, tu te dépenses beaucoup trop. Et comme je faisais pas mes comptes, parce que j'étais en autruche, en mode autruche complet, c'est pour ça que je dis que ça va mieux maintenant, parce que vers la fin, en fait, j'étais en telle surchauffe, je me faisais tellement de flip que j'ai je suis allée voir Héloïse de Oseille et compagnie, j'ai pris une coach financière. Ah ouais. Juste une séance, en 2 heures, elle m'a remis tout d'équerre. Ah, c'est génial. Elle m'a fait, alors je dis en 2 heures, mais elle m'a fait bien bosser aller voir tout ce que je voulais pas voir. Et on a tout remis à plat ensemble, les rentrées, les sorties, tout. Et en 2 heures, je ressavais où est-ce que j'en étais, parce que normalement, je fais pas l'autruche toute ma vie. Donc normalement, je fais à peu près mes comptes. Donc ça aussi, si tu peux avoir une personne ressource, c'est pas mal, parce que moi, Marc et moi, on est un peu du même profil, et donc Marc, il se reposait quand même un peu sur moi. Donc je me disais, oh, si on dépense trop d'argent et qu'on va trop loin, eh ben c'est quand même moi qui vais devoir gérer les conséquences de tout ça. Mais bon, en fait, je pense que j'ai réussi à tirer la sonnette d'alarme juste pour qu'on rectifie les choses avant, et qu'on voit que il y a des choses que on peut pas faire. Ou que ça serait plus tard. Et à un moment, il faut bien que ça s'arrête, quoi. Ouais. Et encore, j'ai dit tout ça alors qu'on a vraiment, on avait un budget quand même conséquent, et on avait quand même beaucoup de chance, donc. Ça n'empêche pas qu'il faut faire ses comptes quand même. C'est pas illimité, tu vois. C'est exactement ça. C'est que de toute façon, c'est pas illimité. Pour réussir son départ de Paris, c'est vrai que Géraldine nous rappelle pas mal de choses assez importantes. Moi, j'ai beaucoup aimé cette conversation parce que ça l'a rappelé à la fois des points essentiels, et en même temps, je trouve sa capacité à l'introspection et à s'écouter. Voilà, moi, ça m'inspire beaucoup. C'est vraiment un aspect très important quand on construit son départ de Paris. Et quand elle parle de la question du timing, c'est vrai qu'on se pose souvent la question du bon moment pour partir. Ce que j'ai retenu, moi, c'est que c'est à la fois essentiel de prendre son temps tout en étant connecté à ses envies, et que ça tient, ce bon moment-là, il tient à la fois à des indicateurs intérieurs, est-ce que je suis prête, mais aussi à des facteurs extérieurs. Si par exemple, vous vendez votre maison ou votre appart, c'est important de regarder le contexte immobilier aussi pour choisir le bon moment. Nous, on a pas mal galéré à vendre notre maison à Saint-Ouen, parce qu'à ce moment-là, il y avait peut-être 40 maisons comme la nôtre sur le marché. Donc voilà, ça a été plus long, on l'a vendu moins cher que ce qu'on pensait. Enfin, voilà, c'est vrai que ça compte. Le deuxième conseil de Géraldine, elle aborde le fait que pour elle, c'était important d'avoir sa famille à Montélimar. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle avait choisi de s'y installer. Moi, j'ai fait pareil. J'ai choisi Toulouse parce qu'il y avait ma sœur et mes cousins. Mais ça fait partie des questions qui sont super importantes à se poser pour déterminer le choix de l'endroit où on a envie d'aller. C'est, est-ce que j'ai besoin d'aller dans une ville où je connais déjà du monde? Moi, c'était mon cas, par exemple. Ou est-ce que je suis OK avec le fait de ne connaître personne? Et dans ce cas, il y a d'autres manières de rencontrer des gens avant d'arriver sur place. Vous pouvez soit vous adresser à la conciergerie de territoire ou à l'agence d'attractivité locale, qui peuvent vous mettre en relation avec des gens qui viennent de s'installer. Ça se fait notamment en Haute-Marne, il y a une conciergerie de territoire. Dans le Loir-et-Cher, il y a une communauté de welcomers, comme ils les appellent. Ce sont des habitants qui sont installés là depuis plus ou moins longtemps et qui se proposent d'être un peu greeters pour vous, de vous ouvrir leur carnet d'adresses. Mais il y a aussi des groupes Facebook d'habitants dans lesquels, auxquels vous pouvez vous inscrire et sur lesquels vous pouvez déjà commencer à poser des questions, rencontrer du monde. Moi, c'est sur un groupe Facebook que j'ai rencontré une de mes très bonnes potes que je me suis fait à Toulouse. Et voilà, donc les réseaux sociaux jouent leur rôle, vraiment, au sens propre. Le troisième conseil de Géraldine, c'est qu'elle aborde aussi le fait que c'était une décision collective. Quand on part à plusieurs, c'est vrai que
c'est important que cette décision soit acceptée, plus ou moins, par tous. Et pour elle, au départ, l'idée venait de son fils et de son mari. Mais du coup, elle ne s'est pas laissée porter. Elle a aussi cheminé, perso, pour trouver ses propres raisons de partir. Et c'est aussi un conseil que donnait la psy Fabienne Kramer dans l'épisode numéro 5, qui était sur les bonnes questions à se poser avant de partir. C'était qu'il faut vraiment surtout pas négliger ce qui vous motive personnellement dans ce départ, parce que ce sera votre socle en fait pour construire la suite. Bon voilà, j'espère que cette nouvelle rubrique vous plaît et vous aide surtout. Et en résumé, pour réussir son départ, évidemment, ça demande du temps, de la réflexion et puis une bonne dose d'orga pour éviter les pièges du processus de déménagement. Merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.